Bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Yves. Insensible, sans âme, lâche. Les médias ne mâchent pas leurs mots sur Donald Trump depuis la découverte de l'enregistrement d'un enfant clandestin pleurant dans un centre de rétention. Jeudi 14 juin, la chaîne YouTube de TV Liberté a été fermée de manière unilatérale. La chaîne avait 100 000 abonnés. Alors que la fermeture relève de la censure et de l'atteinte à la liberté de la presse, les médias restent silencieux. Donald Trump aurait dit une fake news en affirmant que la délinquance avait augmenté en Allemagne. Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, aurait appelé à une épuration de masse. Salvini, Trump, deux victimes de bobards immigrationnistes. Et vous retrouverez votre zapping et les tweets d'immédiat. Scandale aux États-Unis, des journalistes auraient enregistré une petite fille pleurant, demandant son père et sa tante dans un camp de rétention. Pourquoi un scandale? Non seulement la séquence est extrêmement lacrymale, mais aussi parce que cette petite fille aurait été séparée de ses parents. Des pleurs enregistrés en cachette par des journalistes américains. Oui, alors Hervé, un petit ajustement qui a son importance. Ce n'est pas un camp de rétention. Ça, c'est du vocabulaire polémique, du vocabulaire médiatique. C'est un centre de rétention dans le vocabulaire administratif et dans le vocabulaire officiel. Mais bien entendu, les médias préfèrent utiliser le mot camp parce qu'il charge émotionnellement beaucoup de choses. Mea culpa, mea maxima culpa. Et justement, je disais que ça fait un énorme scandale et cette petite fille va faire la une. On la retrouve à la une du Daily News avec ces mots extrêmement forts. Insensible, sans âme, lâche Trump. Évidemment, les médias ne mâchent pas leurs mots sur cette question-là. Et cette petite fille me fait penser à un petit garçon qu'on avait vu et qui avait fait la une des presses mondiales. C'était le petit Aylan mort sur les plages de Bodrum. En France, même si la polémique est beaucoup moins forte, eh bien Laurent Geoffrin parle de cette polémique, la cage aux enfants, et nous dit quand on fait passer l'obsession identitaire avant les droits humains, il faut se prémunir avec courage contre toute sensiblerie. Il y a une opposition de fond, effectivement, entre la défense de l'identité collective et la défense des droits individuels, y compris des droits individuels à l'invasion, puisque les clandestins sont de fait des envahisseurs. Oui, ils ne sont pas désirés là où ils veulent aller. Et puis par ailleurs, cette petite fille qui pleure, et puis le moment est très marquant, très touchant, et justement ce petit Aylan, à chaque fois cette sensiblerie, comme le dit Laurent Geoffrin, qui permet justement de faire avancer la politique immigrationniste. Sur Twitter, Anne Sinclair s'indigne, abominable, haut le cœur des enfants migrants séparés de leurs parents et placés dans des cages par l'administration de Trump. Et Le Monde fait sa une, plus ou moins d'ailleurs, sur cette affaire. Le président des États-Unis indifférent aux droits de l'homme. Alors Jean-Yves, une question hyper importante. Oui, c'est extrêmement touchant d'ailleurs, et c'est extrêmement choquant que des enfants en bas âge, je crois qu'il y a des enfants de 2 ans, soient séparés de leurs parents. Mais politiquement d'ailleurs, et comme administrativement, est-ce que Trump a le choix? Les clandestins, et ceux qui soutiennent les clandestins, utilisent systématiquement les enfants, bien sûr. Ceux qui viennent avec des enfants prennent leurs responsabilités quand même. Trump avait averti à ce niveau-là. Et Trump avait bien prévenu que la frontière américaine était fermée. Non sans raison d'ailleurs, parce que les gens qui rentrent actuellement aux États-Unis viennent de pays où il y a énormément de violence, il y a énormément de mafia, énormément de meurtres. Au Mexique, il y a eu 26 000 morts l'année dernière, 26 000 homicides. 70 par jour. Donc on peut comprendre que Trump veuille protéger la frontière américaine et il a prévenu qu'il fermait. Et ceux qui arrivent avec leurs enfants, ils prennent leurs responsabilités. Alors c'est vrai qu'après, les enfants mettent dans une situation difficile l'administration et la police parce que où on les laisse avec les parents et à ce moment-là on dit on emprisonne des enfants, ou on les sépare des parents et on dit on les sépare des enfants. Donc mais au départ,
Qui crée le trouble? Celui qui entreprend un voyage illégal, un franchissement illégal de frontières avec un ou plusieurs de ses enfants. Dans Libération, Donald Trump reste inflexible sur les séparations d'enfants et de migrants. Et pourtant, le lendemain, la presse change légèrement de ton. Séparation des familles de migrants, Trump contraint de reculer. Dans cet article du Figaro, 5 points pour comprendre le décret de Trump mettant fin aux séparations des familles. C'est un article de l'AFP retouché par le Figaro qui commence avec cette accroche. La tolérance zéro promue par Donald Trump est mise en sourdine. La même chose avec Le Monde. Les principaux points du décret Trump mettant fin aux séparations des familles. C'est encore un article rédigé par l'AFP avec une amorce du Monde. Et cette fois-ci, l'amorce, c'est un revirement radical après avoir défendu à corps et à cri sa politique de tolérance zéro. Alors pourtant, Jean-Yves, on n'est pas tout à fait d'accord sur cette accroche. Alors, je crois que l'article de l'AFP, en fait, repris par le Figaro et par d'autres organes de presse, il est assez factuel. Il décrit le contenu du décret de Trump. Mais le contenu du décret de Trump, ce n'est absolument pas l'abandon de la tolérance zéro sur l'immigration clandestine. Ce n'est absolument pas une reculade de Trump. La seule chose que dit Trump, eh bien, maintenant, on va laisser les enfants avec les parents, mais on va quand même retenir les parents clandestins, on ne va pas les laisser s'évaporer dans la nature. Et simplement, ça veut dire qu'il va y avoir un bras de fer judiciaire entre l'administration de Trump et les juges. Certains condamneront peut-être la décision de Trump, et que Trump, dans le même temps, va essayer de faire voter un texte différent par le Congrès américain. Mais il ne recule pas. Il ne recule pas, simplement il s'adapte, puisqu'il va laisser les enfants avec les parents, mais les parents qui seront en situation clandestine continueront d'être retenus par l'administration américaine. Donc il n'y a pas de recul, et quand on dit que c'est un revirement, etc., la presse, là, prend ses désirs pour les réalités. Alors évidemment, derrière cet exemple des enfants, de la même façon qu'avec le petit Taylan, cette petite fille sert en fait à critiquer non seulement la politique de Donald Trump sur l'immigration, mais aussi les camps de rétention mis en place, les centres de rétention, mis en place par l'administration de Trump. Et pourtant, c'est ce que les médias essaient de nous faire croire, c'est l'administration de Trump qui les a mis en place, mais évidemment, ils existaient déjà avant. Et là, je me repose sur un tweet de Laurent Ozon. À gauche, centre de rétention humaniste sous Obama. À droite, camp de concentration. C'est le jeu de mots, enfin, c'est l'idée de Laurent Ozon pour enfants sous Trump. C'est la puissance des mots pour interdire des politiques jugées politiquement incorrectes. Jean-Yves, passons au zapping d'immédiat. Goûter de nouveaux parfums, connaître des cultures différentes et promouvoir l'intégration, voilà l'objectif du Refugee Food Festival qui se déroule cette semaine à Bruxelles. Aujourd'hui, plus que jamais, notre avenir dépend de la France. Dans ce centre d'accueil réquisitionné par la région, les migrants ont pu passer leur première nuit au calme. Rencontrés derrière les grillages, je viens d'Algérie. Ces deux amis ne retiennent qu'une seule chose. Italie, non. Non. Vive l'Espagne. Quelques heures plus tôt, à l'aéroport de Lyon, Edison, comme tous les Albanais qui l'accompagnent ce jour-là, a été débouté de sa demande d'asile. La plupart ont prétexté une menace sur leur vie, mais échapper à la misère est la vraie raison du départ. Pour dire la vérité, quand j'ai donné l'interview dans l'OFPRA, dans Paris, j'ai déjà dit pas la vérité là. D'où viennent ces migrants? De Syrie et d'Irak majoritairement. Ce sont toujours ces hommes et ces femmes qui continuent de fuir la guerre. Ils sont moins nombreux. Mais ce qui est nouveau, eh bien, c'est qu'on retrouve aujourd'hui des migrants économiques, des Tunisiens, des Algériens et des Ivoiriens notamment. On n'a jamais demandé à aucun
aucune nation européenne, il n'y a aucun référendum. En France, on nous a consulté sur beaucoup de choses, sur la longueur du mandat du président, sur les affaires de Nouvelle-Calédonie, sur l'entrée de l'Angleterre dans l'Union européenne, etc. Mais on n'a jamais consulté le peuple français pour savoir si il souhaitait une immigration de masse chez lui ou pas. Mais d'abord, on commence avec le héros, avec le retour d'un héros chez lui, Mamadou Gassama, l'homme qui a escaladé un immeuble parisien pour sauver de la chute un enfant, a posé les pieds à Bamako, au Mali. Cela faisait près de 5 ans qu'il n'avait pas revu son pays. Et les autres n'en veulent plus. Il y a ceux qui le disent comme les pays de l'Est, qui passent pour les méchants, et puis il y a ceux, les Français, les Allemands, qui ne le disent pas pour rester dans le camp des gentils, mais qui payent les Turcs ou les Libyens pour qu'ils gardent leurs migrants sur leur sol. La compétition pour la palme de l'hypocrisie ne s'arrête pas aux États. Mais autrement, s'ils sont verts, il faut les ramener vers le continent africain, mais pas vers le continent européen. En attendant, quand il y a des bateaux humanitaires comme l'Aquarius, qui est en perdition en mer... Non, mais arrêtez, en perdition en mer. Mais il n'est pas en perdition du tout. Ils vont récupérer des bateaux, c'est eux qui ont fait le choix de partir. Mais la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que l'Italie est désormais dirigée par des réacs? Il rischio possa esserci. Nel senso che il clima che si respira qua in Italia è molto forte e c'è molto malcontento. C'è una tendenza da parte degli italiani a spostarsi verso gli estremismi e quindi questo è molto pericoloso. Les sondages montrent qu'une majorité des Italiens le soutient. Il a raison. Un recensement peut être utile, parce que nous avons trop de problèmes avec les Roms. C'est une bonne idée. C'est un homme courageux. Au moins, il fait ce qu'il a promis. On a trouvé un bar qui sert un cocktail qui s'appelle Novichok. Et on va donc essayer. Mais j'ai mon collègue qui s'appelle Peter de la chaîne anglaise. Il est britannique, donc ça va, on va tester ensemble. Alors, santé! On va regarder le petit garçon. Écoutez, le petit garçon, regardez. Donc les bras devant, voilà, et on passe derrière. Allez. Dis donc Christophe Persson, moins raide. Alors je vais faire une petite inspection, soit chez Cyril Hanouna là. Petite séquence amusante à la fin. On savait que Christophe Barbier était un bon acteur, mais c'est aussi un bon danseur, un danseur mondain, on peut dire. Bon, bravo à Christophe Barbier. Encore beaucoup d'actualités sur l'immigration, mais ça, je crois que c'est le sujet qui devient central en Europe, c'est le sujet qui devient central en Amérique du Nord, et donc c'est assez normal qu'il soit aujourd'hui au cœur de l'actualité et donc au cœur du travail de réinformation que nous faisons sur Immédiat. Alors, on retrouve les mêmes problèmes de vocabulaire. Il y a cette journaliste de LCI, Magali Lunel, qui nous parle à propos de l'Aquarius, de bateau en perdition. Qu'est-ce qu'un bateau en perdition? Alors, qu'est-ce qu'un bateau en perdition? C'est l'état d'un navire, je prends la définition là, quasiment juridique, l'état d'un navire en train, sur le point de faire naufrage. Ce qui n'était évidemment pas le cas de l'Aquarius, qui est un bateau en parfait bon état, qui a un moteur, qui a un gouvernail, qui n'a pas de trou dans la coque, etc. Donc dire que c'est un bateau en perdition, c'est un mensonge absolu, c'est un bobard. On l'avait déjà signalé la semaine dernière. Trop éloigné pour que ce soit même une image, en fait. Voilà, non, c'est pas une image. C'est, en fait, quand on utilise le mot bateau en perdition, ça veut dire il faut sauver le bateau. Ça interdit, ça tue la réflexion, ça tue la raison au service de l'émotion. C'est toujours la même mécanique. Alors, toujours dans la même mécanique, on voit très bien que dans les séquences du début, l'utilisation du mot réfugié, du mot exilé, tout ça, c'est des mots de novlangue pour ce qu'on pourrait appeler, si on était gentil, des migrants économiques, si on était un peu plus réaliste, des clandestins ou des envahisseurs clandestins. Ce qui est quand même assez drôle, c'est que ces mots exilés, réfugiés, etc., sont utilisés par AJ+, c'est-à-dire la télévision du Qatar, pays où il y a un certain nombre de travailleurs qui sont quasiment des esclaves. Voilà. Mais ce sont ces gens-là qui viennent faire de la propagande en France et en Europe. Voilà. Alors, il y a aussi une chose que je relève, deux petites choses intéressantes. On veut interroger des migrants de l'Aquarius
et on nous montre des Algériens et des Marocains retenus dans un centre de rétention en Espagne. Et puis, il y a un Albanais qui a au moins le mérite de nous dire, bah oui, il a raconté des cracks à l'Office français de protection des réfugiés apatrides pour obtenir le statut de réfugié. Il ne l'a pas obtenu, mais il a menti comme, allez, 90, 95, 98% peut-être des gens qui se prétendent réfugiés politiques racontent des histoires qu'ils n'inventent même pas, puisqu'il y a énormément de sites internet, d'associations immigrationnistes qui leur expliquent quelle histoire il faut raconter en fonction du pays d'où ils viennent. Quand même, pour mémoire, on pourrait accueillir de vrais réfugiés politiques, on pourrait accueillir Julian Assange, on pourrait accueillir Edward Snowden, on pourrait accueillir Tommy Robinson. Ça pourrait être de vrais réfugiés politiques, mais ceux-là, on ne les accueille pas. Jean-Yves, passons à la troisième partie. Censure de TV Liberté, petit meurtre en silence. Jeudi 14 juin, la chaîne YouTube de TV Liberté a été supprimée alors qu'elle comptait déjà 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, c'est pas un petit compte, c'est même plutôt un assez gros compte sur YouTube. Quelles conséquences? Eh bien, seule la presse de droite ou alors de réinformation a osé en parler. Boulevard Voltaire a donné un entretien à Martial Bild. Martial Bild, ils nous ont supprimé une chaîne TV Liberté, on aura 3. Causeur a fait un papier extrêmement intéressant donnant la parole à Nicolas Gardère qui souligne le fait que sur Internet, il n'existe rien de tel. L'arbitraire y règne en maître et YouTube, Facebook ou Twitter suspendent ou suppriment les comptes des contrevenants aléatoires sans aucun discernement ni aucun contrôle réel. Présent a eu le temps de faire une petite brève dans son numéro juste avant le week-end. Minute a aussi donné une interview à Martial Bild. Il n'y a pas un sentiment de censure, il y a une censure réelle. Dans la presse un peu plus mainstream, eh bien, on a aussi Russia Today qui a fait un article sur ce sujet-là, mêlant une dépêche AFP et un entretien de Martial Bild qui sont allés chercher sur Boulevard Voltaire. Un vrai travail de journaliste. Un vrai travail de journaliste. Alors, qu'en est-il justement pour la presse beaucoup plus mainstream? Eh bien, ils ont eu les informations parce qu'il y a eu 2 dépêches AFP à ce sujet. La première dépêche reprenant le communiqué de Martial Bild et qui évoquait le fait qu'il n'avait pas encore réussi à contacter YouTube. Une deuxième dépêche un peu plus tard et qui, là, cette fois-ci, ils ont réussi à contacter YouTube et YouTube se réfugiait derrière le fait qu'il y avait eu 3 bans, c'est-à-dire 3 violations des règles de YouTube, et c'était la raison pour laquelle la chaîne avait été fermée. Conséquence de ces 2 dépêches AFP, eh bien, quelques journaux ont osé en parler. Je vais les défiler rapidement. Vous allez voir, c'est vraiment rapide. On a eu Europe 1, le compte YouTube de la chaîne d'extrême droite TV Liberté fermé. Le RN, le Rassemblement National, s'insurge. Morandini, YouTube décide de fermer le compte vidéo de la chaîne d'extrême droite TV Liberté, provoquant la colère de Marine Le Pen, qui dénonce une décision politique. Idem avec Normandie, qui reprend aussi la dépêche AFP, le compte YouTube de TV Liberté extrême droite fermé, le RN s'insurge. Et enfin, le dernier, c'est Ouest France, le Rassemblement National vent debout après la fermeture de YouTube du compte TV Liberté. Il y a une chose qu'on peut remarquer en tout cas, c'est que la presse, et notamment l'AFP, aborde cette question non pas parce qu'il y a une atteinte à la liberté de la presse, mais uniquement parce que Marine Le Pen et des politiciens ont évoqué et ont tweeté sur ce sujet-là. Oui, alors, bon, plusieurs remarques. D'abord, l'AFP a fait une dépêche plutôt convenable, qui décrit les choses, qui utilise le mot pénalisant d'extrême droite, le mot réducteur d'extrême droite, mais qui a décrit les faits, qui a eu du mal à obtenir le point de vue de YouTube d'ailleurs, parce que YouTube, on ne sait pas qui c'est, quoi. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, amusant si on peut dire, c'est que l'AFP a trouvé un correspondant à YouTube, alors qu'à TV Liberté, il n'y a pas de correspondant à YouTube. C'est l'anonymat, c'est une décision humaine qui a été prise, et en face, il n'y a que des robots avec qui entrer en contact. En dehors du fait d'envoyer du papier bleu en Californie pour essayer de faire valoir ses droits. Donc,
Mais l'AFP, ils ont à peu près dit les choses. Alors, ils biaisent un petit peu en insistant dans le titre sur le fait que le soutien viendrait du Rassemblement national, ce qui est vrai, mais il est aussi venu de Dupont-Aignan, il est aussi venu de Poisson, il est aussi venu de Mariani. Donc il y a eu d'autres élus que les élus du Rassemblement national qui ont défendu la liberté de la presse face au ciseau de la censure. Alors, si l'AFP a fait son boulot, on peut dire que les autres médias ne l'ont pas fait. Ne l'ont pas fait parce que c'est un événement coupé, interdire un média d'expression, c'est un acte extrêmement grave dans une démocratie. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, aucune télévision mainstream n'en a parlé, aucune radio n'en a parlé. Ce que vous avez montré d'Europe 1, c'est un article sur le site d'Europe 1, c'est pas un audio d'Europe 1. Et les grands quotidiens, payés par vos impôts, n'en ont pas parlé davantage. Donc, il y a eu la censure de la censure, finalement. En dehors de la dépêche AFP, bon, voilà, qu'on peut critiquer à la marge, mais qui a fait le boulot, on peut dire, il y a la censure de la censure. C'est-à-dire, on vous bâillonne et on interdit aux autres de dire que vous avez été bâillonné. Voilà. C'est la censure en abîme, en quelque sorte. Jean-Yves, passons au tweet d'immédiat. Alors, un petit mot du mercato qui commence. Salia Bracchia, dont on nous a parlé un certain nombre de fois, qui venait du Petit Journal, qui a importé les méthodes du Petit Journal à BFM, repart chez Quotidien, c'est-à-dire auprès de Barthès, c'est-à-dire un petit peu à la maison mère de la désinformation sous couvert humoristique. Enfin, on continuera à la suivre. C'est une de nos bonnes clientes. Je pense qu'elle le restera. Exercice de novlangue, alors cette fois dans la presse anglo-saxonne, dans l'Associated Press, qui est l'équivalent de l'AFP, qui, parlant d'une attaque qui s'est faite au nom de Allah Akbar, a expliqué qu'elle s'était faite au nom de God is Great, ce qui est une traduction quand même un petit peu audacieuse, mais qui permet effectivement d'occulter le côté islamiste de l'attaque terroriste. Ceci étant, on apprend qu'en Angleterre, les autorités s'inquiéteraient du terrorisme d'extrême droite. Ils ont des crimes sexuels de groupes, de gangs pakistanais en nombre. Ils ont des attentats terroristes islamistes, mais ils s'inquiètent du terrorisme de l'extrême droite. Et c'est pas n'importe qui s'inquiète du terrorisme de l'extrême droite. C'est les services de la police britannique, les services spéciaux de la police britannique, et le ministre de l'Intérieur britannique
qui est lui-même M. Sajid Javid, qui est lui-même un Pakistanais d'origine, et donc les autorités britanniques s'inquiètent du terrorisme d'extrême droite. Bon, on ose quand même espérer qu'ils n'iront pas jusqu'à le fabriquer. Ben Jean-Yves, passons à la 5e et dernière partie. Salvini, Trump, victime de bobards sur l'immigration. 19 juin, scandale de nouveau dans la presse à propos de Trump. Toujours, Trump martèle que la criminalité augmente en Allemagne. Trump a affirmé sur son Twitter que la criminalité avait augmenté de 10% suite à l'afflux de migrants. Beaucoup de bruit dans la presse, notamment, je vais prendre cette coupure avec le Huffington Post, Donald Trump persiste à lier délinquance et immigration en Allemagne en citant des chiffres qui n'existent pas. Place aux décodeurs, place avec les décodeurs du monde. Contrairement à ce qu'affirme Trump, la criminalité n'est pas en forte hausse en Allemagne. En effet, là, les décodeurs vont prendre et vont faire la comparaison. En effet, les décodeurs vont prendre les chiffres de 2016-2017 où on peut constater une baisse de 5,1% de la criminalité en Allemagne. Idem avec l'AFP factuel. Trump déclare que la criminalité augmente en Allemagne. Pour Guillaume Dodin, évidemment, c'est à peu près les mêmes sources. On reprend les mêmes arguments en faisant la comparaison et en évoquant la baisse de la criminalité de, je l'ai dit, 5,1% en Allemagne. De 2016 à 2017. Sauf qu'évidemment, l'AFP factuel, comme les décodeurs du monde, ont omis un chiffre extrêmement important. Allemagne, la criminalité a bien augmenté après la vague migratoire de 2015. Et il y a eu une augmentation de 10% de crimes violents en plus sur les années 2015 à 2016. L'étude réalisée par le gouvernement allemand et publiée en janvier dernier concluait même que 90% de cette augmentation était due aux jeunes hommes clandestins fraîchement accueillis, âgés de 14 à 30 ans. Alors si je fais un rapide calcul, donc j'ai les chiffres de 2015 à 2016, on a une augmentation de 10%. Si je prends la baisse de 5,1%, donc de 2016 à 2017, ça nous fait bien une augmentation de 2015 à 2017 passé d'environ 5% à peu près. Environ 5%, dont on sait qu'elle est principalement due à l'arrivée des jeunes hommes clandestins africains. Donc là, on voit, là c'est de la... Bon, on peut dire c'est du bavard statistique. Enfin, il y a une espèce, dès que Trump dit quelque chose, il y a toute une espèce de nuée de journalistes qui essayent de dire il s'est trompé, il a bobardé, etc. Et après, on va chercher les chiffres qui vont bien. Il est évident qu'il est plus pertinent d'évaluer l'évolution de la criminalité allemande sur 2015-2017, puisque la grande vague d'immigration, elle arrive en 2014-2015. Donc il faut prendre l'ensemble de la période et non pas simplement la dernière année, où il est d'ailleurs assez probable qu'une partie des clandestins qui sont arrivés en Allemagne en 2015 ou début 2016 sont repartis dans les pays voisins. Donc c'est le chiffre global 2015-2017 ou 2015-2016 qui est le plus pertinent. Et donc, bon, c'est une querelle de chiffres. Mais si j'ose dire, les médias ont cherché, pour reprendre une expression très ancienne, une querelle d'Allemands à Trump. Mais globalement, c'est Trump qui a raison et c'est pas les décodeurs. En fait, on sait très bien, le décodeur, c'est un recodeur politiquement correct. Le Huffington Post qui évoquait le fait que les chiffres n'existent pas, si je prends le tweet de Donald Trump qui évoque une augmentation de 10%, les chiffres existent. Ils sont un peu vieux, mais en l'occurrence, ils existent. Un peu vieux, mais pertinents. Passons de Trump qui évoque l'Allemagne à l'Italie. L'Italie qui fait énormément parler d'elle actuellement. Elle a fait parler d'elle notamment à propos de l'Aquarius, mais aussi évidemment avec Salvini. Salvini, actuellement un peu sous le feu des projecteurs médiatiques. Et l'important a tweeté le 19 juin. Salvini, ministre de l'Intérieur italien, nous avons besoin d'une épuration de masse rue par rue, quartier par quartier.
Évidemment, la phrase est extrêmement choquante et l'important tweet cette phrase avec une vidéo. C'è bisogno di una pulizia di massa, anche in Italia, via per via, quartiere per quartiere, piazza per piazza. La phrase est rapidement repérée et on a un journaliste de Mediapart qui va retweeter cette information, Hubert Huertas. Trump, Salvini, il faut arrêter de penser et de dire que le fascisme menace, s'avance, renaît. Non, ça c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, le fascisme agit, il est installé. Ce journaliste de Mediapart a tweeté un peu rapidement, de la même manière que l'important a tweeté trop rapidement, ou en tout cas a été l'auteur d'un bobard. Le Huffington Post, Matteo Salvini, a-t-il vraiment dit qu'il fallait une épuration de masse en Italie? Non, mais ce n'est pas loin. Qu'en est-il réellement dans les faits? Eh bien, premier point, la vidéo ne date pas d'hier, d'avant-hier, mais du 18 février 2017. C'est-à-dire que le 18 février 2017, Matteo Salvini n'était pas encore en poste. Premier point. Il n'était pas ministre de l'Intérieur, il était candidat aux élections. Par ailleurs, il y a un problème, et un problème extrêmement important, c'est un problème de traduction. L'important a traduit les termes par épuration de masse. Sauf que la vraie traduction devrait être un nettoyage rue par rue, quartier par quartier. C'est le Karcher, c'est le Karcher. C'est le Karcher qui avait fait aussi un peu scandale, qui avait fait du bruit. Oui. Qui était aussi un propos Sarkozy, de campagne électorale. Voilà, ouais. Mais entre épuration, évidemment, qui est un mot qu'on ne peut pas employer parce que tout de suite on a un point Godwin, et un nettoyage rue par rue, quartier par quartier, évidemment, dans un cas on peut parler de fascisme, dans l'autre ça paraît déjà plus compliqué. Conclusion, Jean-Yves, j'ai envie de dire, là, on a retrouvé un petit bobard qui n'a pas fait énormément de bruit, mais avec des méthodes très classiques. Alors, un petit bobard à la fois temporel, parce qu'on confond la date de l'émission, et un petit bobard par traduction, ce qui est quand même très grave, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Éric Zemmour a été poursuivi et condamné par les tribunaux français pour un bobard de traduction. On lui a imputé une erreur de traduction entre ce qu'il avait dit, ce qui avait été rapporté dans un journal italien et ce qui avait été traduit en France. Eh bien, voilà, un bobard de traduction, ça peut conduire à une condamnation, y compris, dans ce cas-là, pénale. Méthode classique au final. Jean-Yves, c'est la fin de cette émission, mais avant de conclure, vous avez un coup de chapeau à rendre. Oui, à la revue Rébellion, qui est de Toulouse, qui n'est pas trouvable en kiosque, elle, mais qu'on peut trouver sur Internet, et qui a plusieurs textes tout à fait intéressants sur le combat politique, le combat idéologique, les nouvelles formes de militantisme dans la jeune génération. C'est intéressant, c'est du texte un peu trapu, c'est pas richement illustré, mais c'est intéressant. Donc voilà, je recommande Rébellion, en tout cas un petit coup de chapeau. Eh bien, chers internautes, c'est le moment de m'adresser directement à vous. Eh bien, n'hésitez pas à partager cette émission sur les différents réseaux sociaux. Alors, le moyen le plus simple d'ailleurs de le partager, c'est avec le lien de TV Liberté, non pas le lien en fait de support de la plateforme que nous allons utiliser, mais le lien renvoyant directement sur le site de TV Liberté. Il faut prendre le réflexe d'aller directement sur le site de TV Liberté. Et alors, n'hésitez pas, on ne sait jamais, à commenter l'émission sous la plateforme, sous la vidéo de la plateforme que nous allons utiliser. Et puis, évidemment, continuez à nous envoyer les informations que vous voyez à travers votre propre veille médiatique à l'adresse i-media@tvliberté.com. Jean-Yves ? Contre la censure, nous comptons vraiment sur vous pour nous relayer, pour aller directement sur le site de tvliberté.com, et comme ça, nous allons pouvoir reprendre notre développement et défendre nos libertés qui sont aussi vos libertés.